La pluie tambourinait contre les vitres du grand salon, rythmant les battements de cœur d'Héloïse de Marne. Elle se tenait droite, le menton haut, mais ses mains tremblaient autour de l'éventail de soie. Au dehors, la campagne s'étendait, détrempée, presque menaçante, et l'ombre du domaine de Marne semblait peser plus lourd que jamais sur ses épaules. Ce soir, un bal avait été organisé, non par goût du faste, mais pour masquer la tragédie qui se jouait en silence. La ruine, le départ imminent, la fin d'une lignée. Dans l'air chargé de parfums de roses et de cire chaude, la noblesse locale murmurait, jetant des regards furtifs vers la maîtresse de maison déchue. Héloïse sentait chaque chuchotement comme une gifle. Elle s'efforçait d'ignorer la pitié ou la satisfaction discrète qui se lisait dans les yeux de certains invités. Son père, le visage creusé, errait d'un groupe à l'autre, multipliant les sourires vides et les toasts forcés. Mademoiselle de Marne, puis-je vous offrir un rafraîchissement proposa une voix nouvelle, à la fois assurée et douce. Tenta ici. Héloïse leva les yeux et croisa le regard d'Henri le maître. Il n'était pas beau selon les critères de la cour, mais une énergie farouche émanait de lui. Son costume, bien que coûteux, ne cachait pas tout à fait ses origines roturières. Un silence, chargé de tension, s'installa. « Je vous remercie », répondit-elle, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Henri sourit, devinant la fierté blessée de la jeune femme. Il s'inclina légèrement. « Ce bal est magnifique, bien que la pluie ait décidé d'être de la partie. Je ne connais pas beaucoup la campagne, avoua-t-il. Paris m'a accaparé ces dernières années. » Héloïse ne put retenir une pointe d'ironie. Paris, lieu de toutes les fortunes et de toutes les ruines, paraît-il. Il soutint son regard sans se laisser démonter. Votre famille a su garder le raffinement que beaucoup nous envient. Les temps changent, mais certaines valeurs demeurent. Un silence. Héloïse sentit la colère poindre. Cette flatterie, était-ce une simple politesse ou un avertissement déguisé? Elle détourna la tête, cherchant sa tante du regard. Mais Henri poursuivit, plus bas. « Je comprends ce que c'est que de devoir lutter pour ce qui compte. Mon père a tout bâti à la force de ses mains. Rien ne lui a été offert. » Il y eut une hésitation, puis il ajouta, sincère. « Je n'ai pas l'intention de vous offenser, mademoiselle. J'admire ceux qui, comme vous, affrontent l'adversité avec dignité. » Cette confession déstabilisa Héloïse. Pour la première fois, elle se permit de regarder Henri autrement, non comme un intrus, mais comme un homme qui, lui aussi, connaissait la morsure de la perte. Leurs regards se croisèrent longuement, et dans cette brève suspension du temps, la salle, les murmures, la pluie, tout s'effaça. Mais le réel reprit vite ses droits. Un valet traversa la pièce, chuchotant à l'oreille du père d'Héloïse. Celui-ci pâlit, secoua la tête, puis fit signe à sa fille. Héloïse comprit d'un seul coup d'œil que l'heure des décisions approchait. Elle se tourna vers Henri, la voix tremblante d'une émotion qu'elle peinait à contenir. « Je vous prie de m'excuser, monsieur le maître. Mes devoirs m'appellent. » Henri inclina la tête, mais ses yeux demeurèrent accrochés aux siens. « Je vous souhaite du courage, mademoiselle. Sachez que le destin n'est jamais écrit d'avance. » Héloïse quitta la salle, la gorge nouée. Derrière elle, la musique reprit, mais elle ne percevait plus qu'un bourdonnement lointain. Au fond du corridor, son père l'attendait, l'air défait. « Héloïse, il faut que tu saches, » commença-t-il, la voix brisée. Mais déjà, elle savait. Le domaine de Marne allait être vendu. Ce bal n'était qu'une élégante mascarade précédant la chute. Et pourtant, au fond d'elle, une étincelle persistait. Le regard d'Henri, sa voix, cette promesse muette que tout n'était peut-être pas perdu. L'aube approchait, et avec elle un avenir encore obscur. Mais Héloïse, pour la première fois, sentit qu'elle n'était plus seule face à la tempête. Le carrosse cahotait sur les pavés détrempés, chaque soubresaut arrachant à Héloïse une grimace silencieuse. Serrée contre la vitre embuée, elle contemplait une dernière fois la campagne française, ses champs familiers qui s'estompaient déjà dans la brume d'automne.
derrière elle. Le domaine de Marne n'était plus qu'une silhouette endeuillée, un souvenir arraché. L'air sentait la pluie, la terre et l'adieu. À ses côtés, Madame de Brévin, la tante acariâtre, laissait échapper de longs soupirs agacés. Sa voix claquait, sèche comme une branche morte. « Redresse-toi, Héloïse. Les Parisiens n'ont que faire des jeunes filles voûtées par le chagrin. Tu portes un nom, il faut t'en montrer digne. » Héloïse ne répondit pas. Elle se sentait vide, lessivée par des semaines de veille, de promesses non tenues, de visites d'usuriers et d'avocats. Son père s'était éteint quelques jours plus tôt, rongé par la honte et la maladie, sans un sou, sans un mot d'espoir. On l'avait enterré à l'aube, à la hâte, loin du faste d'autrefois. Elle n'avait même pas eu le temps de pleurer, trop occupée à survivre aux formalités, à plier les étoffes, à refermer les portes pour la dernière fois. Paris surgit, grise, immense, indifférente. Le carrosse s'arrêta devant un hôtel particulier du faubourg Saint-Honoré, façade lézardée par les ans, mais encore imposante. Madame de Brévin descendit la première, suivie d'Héloïse, qui sentit aussitôt le regard des domestiques. Elle n'était plus qu'une invitée tolérée, une bouche de trop, un fardeau. Les jours s'enchaînèrent, semblables et cruels. Au salon, Madame de Brévin recevait la bonne société, usant du prestige du nom de Marne pour attirer juges, avocats, notaires et jeunes héritiers. Héloïse, vêtue de noir, était exhibée comme une relique de gloire passée. « Mademoiselle de Marne, votre beauté est célèbre », disait-on avec un sourire compassé. « Quelle tristesse, un tel destin », soupirait-on à voix basse. Héloïse marchait sur un fil, oscillant entre admiration feinte et pitié réelle. Les regards glissaient sur elle, tantôt avides, tantôt compatissants. Elle se surprenait à rêver d'anonymat, d'oubli. Mais Paris n'oubliait rien, et chaque salon était un tribunal. Un soir, alors que la lumière du crépuscule jetait des ombres longues sur les tapis, Madame de Brévin fit irruption dans la chambre d'Héloïse. « Prépare-toi, ce soir nous dînons chez les de Coursac. Il y aura le baron de Sévigny, veuf et fortuné. Ne me fais pas honte. » Héloïse, lasse, enfila la robe sombre que sa tante lui tendait. Au dîner, elle répondit poliment, détourna les regards, esquiva les questions. Le baron, homme lourd et suffisant, la jaugeait comme on examine un cheval à la foire. Elle sentit la brûlure de l'humiliation, mais garda la tête haute. « Vous avez de l'esprit, mademoiselle, gloussa-t-il, mais il faut apprendre à sourire davantage. »« Je souris quand l'envie m'en prend, monsieur, » répondit-elle froidement. Un silence gênant s'abattit. Madame de Brévin pâlit, mais Héloïse ne céda pas. Ce soir-là, elle comprit qu'à Paris, la dignité pouvait être une arme à double tranchant. Pendant ce temps, loin du tumulte parisien, Henri Lemaître gravissait l'allée boueuse du domaine de Marne. Le portail grinça sous sa main ferme. Devant lui, la maison semblait attendre, blessée mais fière. Les murs avaient perdu de leur éclat, les jardins étaient en friche, mais Henri n'y vit qu'un défi à relever. « Monsieur le maître, c'est bien vous ?» demanda le vieux jardinier, surpris. « Oui, Baptiste. »« Je compte bien redonner vie à ces terres, » affirma Henri déterminé. Les premières semaines furent harassantes. Henri parcourut la propriété, dressa des plans, embaucha des ouvriers. Les anciens domestiques le regardaient avec suspicion. « Le maître n'est pas un de Marne, » marmonnait-il. La noblesse voisine, elle, feignait l'indifférence tout en multipliant les visites polies, les invitations ambiguës. Mais Henri devinait leur hostilité sous les sourires forcés. Un soir, dans la bibliothèque, il tomba sur un portrait d'Héloïse. Elle y était représentée à 17 ans, fière, le regard vif. Henri resta longuement devant le tableau. Il se remémora leur brève rencontre au bal, la tension de son regard, sa voix dure. Depuis, des rumeurs circulaient. On disait qu'Héloïse de Marne vivait à Paris, recluse, que sa beauté attirait autant la compassion que l'envie. « Que vous est-il arrivé, mademoiselle ?» murmura-t-il pour lui-même. Il sentit une pointe d'amertume. Malgré sa fortune, il n'était accepté nulle part. Ici, il était l'usurpateur, le bourgeois enrichi qui avait osé racheter un nom,
mais pas le sang qui l'accompagnait. À Paris, l'hiver s'installait. Les bals se succédaient, mais Héloïse restait spectatrice. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait un roman dans le salon désert, elle surprit une conversation entre sa tante et une amie. « On dit qu'Henri Lemaître a racheté Marne », chuchota l'invité. « Un parvenu ?» gronda madame de Brévin. « Il croit qu'un domaine suffit à faire un nom. Il paraît qu'il s'intéresse beaucoup à la restauration. Certains pensent qu'il cherche à s'attacher à la noblesse. Il peut bien acheter toutes les pierres de France, jamais il ne sera des nôtres, » trancha sa tante. Le nom d'Henri résonna en Héloïse comme un écho lointain. Elle se leva précipitamment, troublée par le souvenir de ce regard honnête, de cette voix grave qui lui avait souhaité du courage. Elle se demanda, non sans une pointe d'amertume, ce que devenait le domaine de son enfance, confié à un homme qui n'avait rien connu de ses joies, ni de ses deuils. Cette nuit-là, Héloïse écrivit une lettre à une ancienne amie de la région, lui demandant des nouvelles de Marne. Mais la lettre resta sans réponse, et l'absence de mots pesa plus lourd encore. Les semaines passèrent. Un matin, alors que la neige commençait à recouvrir Paris d'un voile silencieux, Héloïse reçut une invitation inattendue. Un bal organisé chez le duc de la Roche, où l'on attendait la crème de la société, mais aussi quelques nouveaux venus, dont on parlait beaucoup. Madame de Brévin, ravie de l'occasion, fit appeler la couturière. « Il faut que tu sois à la hauteur, Héloïse. Un seul faux pas, et tu seras la risée de tout Paris. » Héloïse, lasse mais résignée, laissa la couturière la parer d'une robe claire, presque trop simple pour la saison. Devant le miroir, elle chercha dans ses yeux un éclat d'enthousiasme, mais n'y trouva qu'une lueur de défi. La nuit du bal, la salle résonnait de rire et de musique. Au bras de sa tante, Héloïse entra sous les regards scrutateurs. Les conversations s'interrompirent à son passage. Elle sentit, plus violemment que jamais, le poids de son nom, la curiosité, la pitié, mais aussi une attente secrète. Qui serait assez audacieux pour s'intéresser à la fille déchue des Marnes? Dans la foule, un murmure la fit tressaillir. On chuchotait le nom d'Henri Lemaître. Il était là, dans un coin du salon, entouré de quelques jeunes industriels, droits et silencieux. Leurs regards se croisèrent, fugitifs, mais Héloïse détourna les yeux, le cœur soudain affolé. « Regarde-le » souffla madame de Brévin. « Il a osé venir ici, lui. Que cherche-t-il donc ?» Héloïse n'osa répondre. Elle sentit que le destin, une fois encore, venait de s'inviter à sa table. Au fil de la soirée, les jeux de regard se multipliaient. Henri semblait lui aussi prisonnier d'une tension nouvelle, écoutant distraitement ses interlocuteurs, cherchant Héloïse dans la foule. Alors que minuit approchait, un valet annonça la prochaine valse. Les couples s'avancèrent. Héloïse hésita, prise dans le tourbillon des souvenirs, des rumeurs, des promesses non tenues. Elle n'avait jamais été aussi seule, ni aussi proche d'un possible bouleversement. Dans l'air chargé d'attente, la musique s'éleva, et le destin, peut-être, préparait déjà son prochain coup. Le matin se leva sur Paris, gris et mordant, enveloppant la ville d'un manteau de brouillard sale. Héloïse, emmitouflée dans un châle élimé, traversait la cour pavée de l'hôtel particulier de sa tante, les bras chargés d'ouvrages à rendre chez la modiste du quartier. Les dernières semaines avaient été cruelles. La fièvre de son père, la disparition, puis la lente descente vers la pauvreté. On lui refusait désormais l'accès à certains salons. Les dettes contractées par feu Monsieur de Marne poursuivaient leur ombre jusque dans la moindre de ses démarches. « Dépêche-toi, Héloïse !» hurla madame de Brévin depuis la fenêtre, l'air exaspéré. « Tu sais ce qu'il en coûte de faire attendre madame Verneuil ?» Héloïse ne répondit pas. Elle serra le paquet contre elle, ses doigts transis, et s'enfonça dans les rues glacées de la capitale. Elle avait connu les dentelles, les bals, la chaleur d'une maison pleine de rire. Désormais, elle affrontait l'humiliation de devoir gagner sa place à la table d'une parente qui la tolérait, par devoir plus que par attachement. Chez la modiste, la jeune femme attendit longuement, debout dans la boutique bondée. Les clientes défilaient, bavardant, lançant à la dérobée des regards vers cette fille bien née, qui, disait-on, n'avait plus que son nom pour tout bien. Madame Verneuil, derrière son comptoir,
tendit la main d'un geste sec. « Vous êtes en retard, mademoiselle de Marne. On n'attend pas la noblesse, ici. Je vous prie de m'excuser, » répondit Héloïse, la voix basse. La modiste lui adressa un sourire pincé, puis reprit ses mesures, indifférente à la dignité blessée de sa cliente. Héloïse repartit, le cœur serré, consciente que chaque jour la repoussait plus loin de la vie qu'elle avait connue. Le soir, alors qu'elle refermait la porte de sa petite chambre mansardée, une lettre l'attendait sur la table de bois brut. L'écriture, inconnue, était appliquée, presque solennelle. Elle hésita un instant, puis déchira l'enveloppe. « Mademoiselle, nous avons le regret de vous informer que le domaine de Marne a été vendu à Monsieur Henri Lemaître, industriel. Veuillez croire en notre considération distinguée. Maître Cléry, notaire. » Les mots dansèrent devant ses yeux. Ainsi, c'était fait. Marne n'était plus à elle, ni à sa famille. Un parvenu, un homme sans titre, venait de s'approprier ce qui avait été le théâtre de son enfance, de ses joies, de ses chagrins. Un sanglot lui échappa, vite ravalé. Sa fierté, déjà si malmenée, ne lui permettait pas de pleurer plus longtemps. Elle serra le papier contre son cœur, puis le jeta dans le feu. Les flammes dévorèrent la nouvelle, mais la brûlure resta. Elle jura, à voix basse, les poings crispés. « Je récupérerai Marne. Un jour, ce domaine sera de nouveau à moi, je le jure. » À quelques centaines de kilomètres, Henri Lemaître contemplait la façade décrépite du domaine de Marne. Il venait d'achever sa première tournée des terres, saluant chaque ouvrier, chaque villageois avec une politesse un peu raide. Il voulait être accepté, non comme un intrus, mais comme un bienfaiteur. Pourtant, il sentait le poids du regard des notables locaux. Lorsqu'il entrait à l'église, les conversations s'interrompaient. Lorsqu'il proposait des travaux pour améliorer la route, les voix se faisaient hésitantes ou hostiles. Un soir, à la table du maire, il osa aborder le sujet. « J'aimerais installer un dispensaire. Les villageois ont besoin d'un médecin, d'une école. Pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle ère ?» Le maire, vieil homme sec, haussa les épaules. « Les choses vont bien comme elles vont, monsieur le maître. Ce village n'a pas besoin d'être transformé. Pourtant, l'hiver dernier, 3 enfants sont morts faute de soins, » insista Henri. « Je pourrais financer la venue d'un docteur. Et ensuite, vous voudrez peut-être aussi notre gratitude. Les gens d'ici n'oublient pas d'où ils viennent, ni à qui ils doivent leur terre. » Henri sentit la colère le gagner, mais il se força à sourire. « Je ne demande rien, sinon la possibilité d'aider. » Mais le message était clair. Il ne serait jamais un de leurs pères. Peu importait sa fortune, sa générosité, ni même ses efforts pour respecter les traditions. Son argent sentait l'usine, pas l'histoire. Héloïse, de son côté, glissait de réception en dîner, souvent reléguée à l'arrière-plan. Le nom de Marne, murmuré à la dérobée, suscitait autant la compassion que la moquerie. Un soir, alors qu'elle passait dans un couloir, elle surprit 2 jeunes femmes élégantes. « Tu as vu la robe d'Héloïse de Marne ? Un velours d'un autre siècle. Elle fait pitié, non ? À croire qu'elle m'en dit l'attention. » Héloïse serra les dents et poursuivit sa route, le dos droit. Chaque humiliation était un clou de plus planté dans le cercueil de son orgueil. Mais sous la blessure, une volonté nouvelle grandissait. Elle refusa la demande en mariage d'un vieux baron, refusa de jouer le jeu de sa tante, refusa d'abandonner ce qui lui restait. Sa dignité. Un soir, sa tante la prit à part, l'air furieux. « Tu nous mets tous dans l'embarras avec tes refus. Il est temps d'accepter ta situation, Héloïse. » « Je n'accepterai jamais de brader mon nom pour un peu de confort, » répliqua-t-elle, le regard brûlant. Madame de Brévin leva les yeux au ciel, mais Héloïse sut qu'elle avait touché juste. Dans la solitude de sa chambre, elle traçait des plans, donnait des leçons de français à de jeunes filles, copiait des partitions pour un compositeur du Marais, économisait sou après sou. « Je rachèterai Marne, » répétait-elle chaque soir, « je le jure. » Au domaine, Henri se heurtait à un autre mur, celui de la mémoire. Chaque pièce, chaque portrait, semblait lui rappeler qu'il n'était ici que de passage. Il fit restaurer la chapelle, repeindre la façade, nettoyer les écuries. Il offrit du travail aux villageois, paya mieux que les anciens maîtres. Mais la noblesse voisine l'ignorait.
les invitations se faisaient rares. Un après-midi, il reçut la visite de la comtesse de Ségur, venue par curiosité. « Monsieur le maître, vous avez de grandes ambitions pour Marne, à ce qu'il paraît. »« Je souhaite seulement rendre à ce lieu sa beauté, » répondit-il. La comtesse sourit, le regard pétillant d'ironie. « On dit surtout que vous cherchez à acheter votre place dans la société. Mais un domaine ne fait pas un seigneur. » Henri soutint son regard. « Je n'ai jamais prétendu être un seigneur, madame. Je veux simplement être utile. » La comtesse haussa les épaules et s'en alla, laissant derrière elle un parfum d'amertume. Le soir venu, Henri se laissa tomber dans un fauteuil, le regard perdu dans la lumière vacillante. Il pensa à Héloïse, à sa fierté, à la brève intensité de leur rencontre. Il se demanda si elle savait que c'était lui qui possédait désormais son héritage, si elle le haïssait pour cela. « Peut-être le devrais-tu, » murmura-t-il, amer. Les mois passèrent. Héloïse, inflexible, multipliait les petits emplois, refusant la charité, s'accrochant à la promesse faite devant les cendres de la lettre. À Paris, son nom restait sur toutes les lèvres, mais plus personne ne savait vraiment qui elle était devenue. À Marne, Henri poursuivait son œuvre, luttant contre les préjugés, les jalousies, la solitude. Chacun gardait au fond du cœur le souvenir vif et douloureux de l'autre, comme une blessure qu'aucun temps ne parvenait à refermer. Et tandis que la vie les entraînait sur des chemins opposés, un fil invisible persistait, tendu entre la fierté meurtrie d'Héloïse et la générosité rejetée d'Henri, prête à vibrer au moindre souffle du destin. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de soie, caressant d'un éclat doré les boiseries patinées du grand salon. Héloïse, debout près de la fenêtre, contemplait les jardins à la française qui s'étendaient au-delà des parterres de buis taillés. 2 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait quitté la maison de sa tante. 2 années de labeur, de privation, d'humiliation parfois, mais aussi d'apprentissage silencieux. Elle portait à présent une robe sobre, au tissu de belle qualité, et sa posture droite, sa démarche assurée, trahissaient la transformation intérieure opérée par l'épreuve. Dame de compagnie auprès de la duchesse d'Aubigny, Héloïse avait franchi une frontière invisible. À l'ombre de cette femme influente, respectée dans les cercles les plus fermés de Paris, elle observait, écoutait, apprenait. Chaque matin, elle accompagnait la duchesse lors de ses visites charitables, prenait part aux conversations dans les salons, notait les alliances secrètes, les sourires diplomatiques, les rivalités feutrées qui régissaient le cœur du pouvoir parisien. « Héloïse, venez donc », ordonna la duchesse d'une voix claire depuis son fauteuil. Héloïse se détourna de la fenêtre et s'approcha, les mains jointes, attentive. « Savez-vous pourquoi la baronne de Verville a refusé l'invitation de la comtesse de Noisy ?»« Il se murmure, madame, qu'une histoire de dot serait à l'origine de la brouille, » répondit Héloïse avec prudence. La duchesse eut un petit rire satisfait. « Vous êtes perspicace, mon enfant. Ici, la moindre rumeur vaut de l'or ou du plomb, selon qu'on sait la manier. Il faut apprendre à écouter plus qu'à parler. » Héloïse baissa la tête, humble mais fière. Elle savait que la confiance de la duchesse n'était pas un dû, mais une conquête patiente. Peu à peu, elle était devenue la confidente, la secrétaire, parfois même la conseillère discrète de cette grande dame sans héritier. La duchesse l'emmenait partout, la présentait avec soin, l'observait dans chaque circonstance. « Héloïse, que feriez-vous si vous étiez à ma place ?» demanda-t-elle un soir, tandis qu'elle partageait le thé dans le petit boudoir. Héloïse réfléchit, pesant chaque mot. « Je choisirais la loyauté d'un cœur simple à la flatterie des ambitieux. On ne bâtit rien de solide sur l'orgueil ou la peur. » La duchesse la regarda longuement, puis lui tendit la main. « Je crois que vous avez raison. Vous êtes jeune, mais la vie vous a appris plus que bien des femmes de votre âge. » Un silence se fit, chargé de promesses muettes. Depuis quelques semaines, la rumeur courait que la duchesse, sans enfant, envisageait de faire d'Héloïse sa protégée, peut-être même son héritière. Les dames du monde, qui autrefois ignoraient la jeune déchue, la regardaient à présent avec un mélange d'envie et de respect prudent. Pour Héloïse,
ce nouveau monde était à la fois grisant et dangereux. Elle savait que sa position, fragile, pouvait basculer d'un jour à l'autre. Pourtant, elle ne se laissait pas griser par les flatteries. Le souvenir du domaine perdu, de son père humilié, de sa promesse murmurée devant les flammes, restait gravé en elle comme un talisman. Un matin, alors qu'elle aidait la duchesse à trier des lettres, celle-ci la fixa soudain, avec une gravité inhabituelle. « Vous avez l'âme fière, Héloïse. Je l'ai vue dès le premier jour. Mais savez-vous vous laisser aimer ?» Héloïse sentit ses joues s'empourprer. Elle baissa les yeux. « J'ai appris à me méfier des élans trop vifs, madame. La vie m'a montré que la tendresse peut se transformer en chaîne. Mais il existe des chaînes d'or, répondit doucement la duchesse. Vous méritez d'être heureuse, pas seulement utile. » Héloïse sourit, touchée malgré elle. Elle se demanda, non sans trouble, si le bonheur était encore fait pour elle. Tant de fois, elle avait repoussé la douceur, préférant la solitude à la dépendance. Pourtant, auprès de la duchesse, elle découvrait une forme d'affection apaisante, dénuée d'arrière-pensée. Au même moment, loin du tumulte parisien, Henri Lemaître arpentait les couloirs rénovés du domaine de Marne. Les travaux avaient été titanesques, les façades ravalées, les toits refaits, les jardins redessinés selon les plans d'un célèbre architecte. Henri supervisait chaque détail, s'impliquait dans les moindres décisions, s'efforçait de donner une nouvelle vie à la propriété. Mais, malgré la beauté retrouvée du lieu, une forme de vide persistait. Henri sentait peser sur ses épaules l'absence d'un héritage véritable, d'une histoire qui ne soit pas la sienne. Les notables du voisinage venaient parfois admirer les transformations, mais leur politesse dissimulait mal la distance, voire le mépris. « Ce domaine est splendide, monsieur le maître », lançait la baronne de Saint-Cloud lors d'un dîner. « On croirait presque que rien n'a changé, si ce n'est le maître des lieux. » Henri souriait, acceptant la pique sans broncher. « Les pierres sont les mêmes, madame. J'espère simplement qu'elles sauront accueillir le présent sans trahir le passé. » Mais il savait que, pour beaucoup, il resterait toujours un intrus. Les jeunes filles du voisinage multipliaient les regards appuyés, les conversations anodines, les invitations à la promenade. Henri, courtois, leur répondait avec gentillesse, mais sans jamais s'engager. Aucune ne parvenait à éveiller en lui autre chose qu'un intérêt poli. Dans le secret de ses nuits, il rêvait encore du regard fier d'Héloïse, de la tension muette de leur dernière rencontre. Il se surprenait à évoquer son nom lors des discussions avec son intendant, à demander des nouvelles indirectes, comme si une part de lui-même était restée prisonnière du passé. Un soir, alors qu'il feuilletait un livre ancien dans la bibliothèque restaurée, il tomba sur un marque-page oublié, une fleur séchée, glissée autrefois entre les pages d'un recueil de poésie. Il la porta à ses lèvres, songeur. « Qu'est devenue Héloïse de Marne ?» se demanda-t-il à voix basse. Il aurait pu la rechercher à Paris, user de ses relations pour la retrouver. Mais la fierté, la peur d'être rejeté, l'empêchaient de franchir ce pas. Il se contentait de ses souvenirs, se convainquant que l'amour, pour lui, n'était qu'un rêve inaccessible, une parenthèse refermée. À Paris, la saison battait son plein. Héloïse suivait la duchesse de réception en réception, observant la société avec un regard neuf, à la fois distant et acéré. Elle notait les alliances secrètes, les amitiés de façade, la férocité sous-jacente de ce monde où chacun défendait âprement sa place. Un soir, la duchesse la fit appeler avant un grand bal. « Héloïse, ce soir, je veux que vous soyez à mes côtés. Il y aura des ambassadeurs, des hommes d'affaires, des artistes. Ouvrez les yeux, écoutez, apprenez. » Dans la voiture qui les menait à l'hôtel particulier des Dorval, la duchesse lui serra la main. « J'ai confiance en vous. Je ne vous considère plus comme une employée, mais presque comme une fille. » Ces mots émurent Héloïse plus qu'elle n'osa l'avouer. Dans la grande salle, les regards convergèrent vers elle. Quelques murmures, admiratifs ou jaloux, saluaient la nouvelle position de la jeune femme. Héloïse sourit avec assurance, consciente que le chemin parcouru avait forgé en elle une force nouvelle.
La soirée fut un défilé de conversations brillantes, de danses, d'échanges feutrés. Un diplomate italien lui fit la cour avec une élégance calculée. Un jeune écrivain tenta de percer son mystère. Mais Héloïse, polie mais distante, n'offrait que la surface de son sourire. À la fin du bal, la duchesse s'approcha d'elle, le regard pétillant. « Vous avez fait forte impression, mon enfant. Je suis fier de vous. C'est à vous que je dois cette assurance, madame, » murmura Héloïse sincère. La duchesse posa une main sur sa joue. « Un jour, Héloïse, je vous donnerai mon nom si vous le désirez. Mais avant cela, il faudra que vous sachiez ce que vous voulez vraiment. » Héloïse retint son souffle. Son cœur battait, partagé entre la gratitude et une nostalgie sourde, celle du domaine perdu, de la promesse faite à l'ombre des souvenirs. Au domaine, Henri poursuivait ses efforts. Il fit installer une école, ouvrir une infirmerie, organiser des fêtes pour les villageois. Peu à peu, la population locale commençait à reconnaître sa générosité. Mais la noblesse, elle, restait méfiante. « Qu'attendez-vous de nous, monsieur le maître ?» demanda un jour le comte de Merville, froid. « Rien, sinon le droit de servir cette terre, » répondit Henri, la voix calme. Le comte hocha la tête, mais son regard restait fermé. Les jeunes filles du voisinage, quant à elles, rivalisaient d'attention. Henri les observait avec gentillesse, mais son cœur restait indifférent. Aucun sourire, aucune conversation n'effaçait le souvenir d'Héloïse, ce feu secret qu'il ne parvenait ni à éteindre, ni à raviver. Un soir d'été, alors qu'il marchait seul dans les jardins illuminés par la lune, Henri s'arrêta devant la vieille fontaine. L'eau murmurait des souvenirs d'enfance, de rires éteints. « Pourquoi suis-je encore prisonnier d'un passé qui ne m'appartient plus ?» se demanda-t-il. La réponse lui échappait. Il savait seulement qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Une étincelle, un regard, une voix qui lui rappelait ce qu'il avait cherché en achetant Marne. Non pas un domaine, mais un foyer, une âme. À Paris, la duchesse, de plus en plus attachée à Héloïse, lui confiait des missions délicates. L'envoyait seule porter des messages, régler des différends. Héloïse découvrait sa propre intelligence, son sens de la diplomatie, son goût pour l'indépendance. Pourtant, chaque soir, dans la chambre qui lui était réservée, elle ouvrait le tiroir où elle gardait une petite boîte de bois. À l'intérieur, un morceau de ruban, un portrait miniature de son père et une poignée de terre du domaine de Marne. Elle touchait ces reliques du bout des doigts, la gorge serrée. « Un jour, je reviendrai, » murmurait-elle. Mais comment? Et à quel prix? Le temps passait, et la vie semblait l'éloigner chaque jour un peu plus de ses racines. Mais Héloïse savait qu'elle n'était pas une simple spectatrice de son destin. Elle attendait, prête à saisir sa chance, le moment venu. L'été s'achevait. À Paris comme à Marne, les jours prenaient une teinte nouvelle, imprégnée d'attentes et de promesses inexprimées. Héloïse, forte de ses épreuves et de la bienveillance de la duchesse, sentait s'ouvrir devant elle un avenir possible, riche d'opportunités, mais encore incertain. Henri, malgré ses succès matériels, demeurait tourmenté par l'absence de celle qui, sans le savoir, avait forgé son rêve le plus profond. Et tandis que les feuilles commençaient à tomber, une invitation inattendue, un événement imprévu, se préparait à bouleverser l'équilibre fragile de leurs existences. La nouvelle tomba comme la foudre au cœur d'un été éclatant. La duchesse d'Aubigny s'était éteinte sans cri, sans plainte, laissant derrière elle le vide et l'étonnement. Les médecins parlèrent de faiblesse du cœur, mais dans les salons parisiens, on évoquait déjà la précipitation de son testament, les larmes discrètes d'Héloïse et le mystère de ce legs qui bouleversait l'ordre établi. Héloïse, vêtue de noir, reçut la lecture du testament dans le grand bureau orné de portraits d'ancêtres. La voix du notaire trembla à peine lorsqu'il prononça les mots fatidiques. « À mademoiselle Héloïse de Marne, en témoignage de mon affection et de ma confiance, je lègue l'ensemble de mes biens, titres et revenus. » Le silence qui suivit fut lourd de stupeur. Quelques parents éloignés échangèrent des regards furieux, mais personne n'osa protester.
La duchesse avait parlé, et sa volonté dans ce monde de tradition valait loi. Héloïse sentit le poids de cette fortune tomber sur elle, comme une armure neuve. Le deuil, la gratitude, la peur, tout se mêlait dans son cœur, mais, au-delà de la tristesse, une résolution farouche s'imposait, tenir la promesse faite à son père, racheter ce qui lui appartenait. Le deuil passé, Héloïse prit possession de sa nouvelle existence avec une assurance sobre. Elle s'habilla de robes taillées dans les plus beaux tissus, mais sans ostentation. Elle reçut, rendit visite, écouta les conseils avisés de vieux amis de la duchesse. Sa voix douce, son regard franc, son maintien irréprochable impressionnaient les banquiers comme les dames du monde. On parlait d'elle à Paris, à Versailles, et bientôt dans toutes les campagnes alentours. Quelques semaines plus tard, accompagnée de 2 domestiques discrets, Héloïse quitta la capitale pour la région de son enfance. Elle laissa derrière elle le tumulte de la ville, franchit les forêts familières, retrouva la lumière dorée des champs et la brume légère des matins d'août. La calèche, frappée de ses nouvelles armoiries, s'arrêta devant l'auberge du village, où déjà la rumeur de son retour précédait son arrivée. Les villageois, d'abord hésitants, s'inclinèrent sur son passage. Certains murmuraient son nom avec admiration, d'autres avec envie. Nul ne pouvait ignorer la transformation de l'ancienne Héloïse de Marne, devenue la duchesse d'Aubigny, plus belle et plus fière que jamais. « Regardez-moi ça !» souffla la boulangère à sa voisine. Elle a la grâce d'une reine et le port d'une impératrice. Au premier dîner organisé chez le maire, la salle entière s'arrêta de respirer à son entrée. Sa beauté, rehaussée par la simplicité de sa toilette, sa voix grave et assurée, son sourire distant, captivèrent jusqu'aux plus sceptiques. Même les anciens ennemis de sa famille lui adressèrent des salutations respectueuses. Mais Héloïse, attentive à chaque mot, à chaque silence, gardait au fond d'elle une prudence froide. Le lendemain, elle fit appeler l'avoué du canton. « Je souhaite racheter le domaine de Marne », déclara-t-elle d'un ton ferme. Le vieil homme hésita, puis baissa les yeux. « Le domaine appartient toujours à monsieur le maître, duchesse, mais si vous le souhaitez, je peux entamer les démarches. »« Faites-le », dit-elle simplement, en détournant le regard vers les collines familières. Au même moment, Henri Lemaître surveillait la récolte dans les champs du domaine. Les ouvriers travaillaient dans la lumière éclatante. Les enfants riaient près de la rivière. Marne avait repris vie sous sa direction, mais Henri ne trouvait dans cette réussite qu'un réconfort amer. Les fêtes qu'il organisait, les efforts consentis pour moderniser le village, n'avaient jamais effacé le sentiment d'être un étranger sur ces terres. Ce soir-là, invité chez le maire, il s'attendait à une réunion sans éclat. Mais à son arrivée, il remarqua l'agitation inhabituelle, les regards qui se détournèrent, les conversations chuchotées. Lorsqu'on lui annonça la présence de la nouvelle duchesse d'Aubigny, il fronça les sourcils. Une duchesse à Marne, qui donc... Puis il la vit. Héloïse, debout au centre du salon, entourée d'un cercle d'admirateurs muets. Sa silhouette avait gagné en assurance, ses traits s'étaient affinés, sa beauté s'était faite souveraine. Henri sentit son souffle se suspendre, mais il ne la reconnut pas immédiatement. Ce n'est qu'au détour d'une phrase, lorsqu'elle tourna la tête et que leurs regards se croisèrent, qu'un éclair de mémoire traversa son esprit. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Héloïse soutint son regard sans ciller, le menton relevé. Henri, déstabilisé, s'approcha. « Duchesse, quel honneur de vous revoir dans la région. »« Monsieur le maître, répondit-elle d'une voix égale, j'ignorais que le domaine eût tant changé de main. » Leurs mots étaient polis, mais leurs regards brûlaient d'un feu contenu. Autour d'eux, la société sentait la tension, mais feignait l'indifférence. « Marne a trouvé en vous un maître énergique, ajouta-t-elle. J'espère que vous en prenez soin. J'y veille, duchesse. Mais j'ignore si cela correspond à vos souvenirs. » Un sourire glacé effleura les lèvres d'Héloïse. « Les souvenirs appartiennent au passé, monsieur. Seul l'avenir m'intéresse. » Henri inclina la tête, blessé. Il se rappela soudain la jeune fille fière qu'il avait connue, la promesse qu'il avait devinée dans ses yeux autrefois. Mais devant lui se dressait une femme nouvelle, inaccessible, couronnée par le deuil et la fortune.
Le reste de la soirée se déroula dans une froideur feutrée. Chacun évitait l'autre, échangeant des politesses vides, cachant soigneusement les blessures anciennes. Les rires, les compliments, les danses, tout sonnait faux. Lorsque la nuit tomba et que les invités prirent congé, Héloïse monta dans sa calèche sans un regard en arrière. Henri, resté seul sur le perron, serra les poings, incapable de mettre un mot sur le trouble qui l'envahissait. Dans l'ombre, chacun ruminait ses regrets, ses espoirs déçus, la peur de ce que l'avenir pourrait révéler. Mais sous la surface glacée, les braises couvaient, prêtes à s'embraser au moindre souffle du destin. Au matin, une rumeur courait déjà. La duchesse d'Aubigny avait l'intention de racheter Marne. Toute la région attendait la suite de ce duel silencieux, où fierté et désir se mêlaient, plus vivants que jamais. Un souffle de scandale flottait dans l'air moite de l'été, glissant sur les murs du vieux château, se faufilant sous les portes des salons feutrés. À chaque réception, dans chaque alcôve, les voix se faisaient plus basses, plus venimeuses. Les dames brodaient en silence, les messieurs échangeaient des regards entendus. La duchesse d'Aubigny, disait-on, entretenait une relation trouble avec Henri Lemaître, l'industriel, qui avait osé bouleverser l'ordre ancien de Marne. « Vous avez vu comme ils se parlent, madame ? À croire qu'ils se connaissent depuis toujours », soufflait la baronne de Saint-Cloud à la comtesse de Merville, un sourire carnassier aux lèvres. « Elle prétend vouloir racheter le domaine, mais c'est lui qui le possède. Croyez-moi, il y a anguille sous roche, murmurait la comtesse, une œillade complice à sa voisine. La rumeur, d'abord timide, devint torrent. On colportait 1000 anecdotes. On embellissait chaque rencontre, chaque mot échangé entre Héloïse et Henri. Certains affirmaient qu'ils se détestaient, d'autres qu'ils s'aimaient en secret. La vérité, elle, restait cachée derrière les regards froids et les politesses impeccables. Héloïse, duchesse d'Aubigny, s'efforçait de garder la tête haute dans la tourmente. Depuis son retour, elle avait multiplié les visites officielles, les œuvres de charité, les dîners imposés par son rang. Mais partout, elle sentait la tension, la curiosité malsaine. Les dames du village la conviaient à leur thé avec une insistance suspecte, cherchant à la pousser à dire un mot de trop. « Duchesse, vous qui avez tant voyagé, ne trouvez-vous pas que Marne a beaucoup changé ?» demanda un après-midi la vieille marquise de Courcelles, feignant l'innocence. « Le progrès est inévitable, madame, » répondit Héloïse d'un ton neutre. « Chaque génération laisse son empreinte. Hélas, tous ne partagent pas votre sagesse. On dit que monsieur le maître a même détruit la serre des ancêtres pour installer une machine à vapeur. » Des murmures d'horreur parcoururent l'assemblée. Héloïse, imperturbable, se contenta de sourire. « Je n'ai pas encore visité la serre, mais il est vrai que le monde change. Il faut s'y adapter ou disparaître. » La marquise pinça les lèvres, déçue de n'avoir pu la piéger. Mais derrière la façade polie, Héloïse sentait la morsure de l'amertume. Ses souvenirs d'enfant lui montraient un domaine figé dans l'éternité. Les arbres centenaires, la serre embaumée, la fontaine où elle jouait. Elle avait rêvé de retrouver intact ce passé, mais partout elle ne trouvait que transformation, innovation, un souffle neuf qui la déroutait. Un matin, résolue à comprendre ce qui lui échappait, Héloïse demanda à visiter le domaine. Henri accepta, non sans une raideur perceptible. « Je vous ferai moi-même les honneurs de Marne, duchesse, déclara-t-il, la voix basse. » Ils traversèrent ensemble les allées redessinées, longèrent les nouveaux bâtiments, visitèrent la fameuse école et le dispensaire. Henri expliquait, montrait, détaillait chaque amélioration, avec une passion contenue. Ici, j'ai fait abattre les arbres malades pour replanter des fruitiers. Là, j'ai remplacé les vieilles clôtures pour éviter que les enfants ne tombent dans la rivière. Et la serre ? Interrogea-t-elle, un pli amer entre les sourcils. Elle était en ruine, duchesse. J'ai préféré y installer une salle pour les réunions du village. Nous y organisons des lectures et des fêtes. La tradition change de forme, voilà tout. Héloïse, d'abord tentée de s'indigner, observa les visages des enfants, les rires qui s'élevaient du pré. Rien n'était semblable à ses souvenirs,
Mais rien n'était défiguré non plus. Elle sentit malgré elle une admiration mêlée de contrariété. « Vous avez fait beaucoup, pour eux », admit-elle à contre-cœur. Ce domaine n'était qu'un mausolée, duchesse, il lui fallait une âme nouvelle. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une tension sourde. Henri, déstabilisé, cherchait dans le visage d'Héloïse une trace de l'ancienne jeune fille, mais il n'y trouvait qu'une femme sûre d'elle, lointaine, presque inaccessible. La noblesse locale, frustrée par la résistance d'Héloïse à ses manœuvres, redoubla d'efforts pour la détourner d'Henri. On multiplia les invitations, les conseils, les avertissements déguisés. « Il faut vous méfier de ce Lemaître, duchesse. Il n'a ni titre ni racine », souffla la vicomtesse d'Aurelle lors d'un dîner. « Il n'a que son argent et ses rêves de modernité, renchérit un autre convive, un homme dangereux pour notre région. » Héloïse, lasse, se contentait d'écouter. Mais le soir, seule dans sa chambre, elle repassait en mémoire chaque visite, chaque transformation. Son domaine d'enfance, qu'elle avait tant idéalisé, s'était mué en autre chose, ni meilleur ni pire, simplement différent. Un soir, alors qu'elle feuilletait de vieilles lettres retrouvées dans une malle, elle tomba sur un dessin d'enfant représentant la serre, les jardins, la fontaine. L'image était naïve, pleine de soleil. Un sourire triste lui échappa. « Les souvenirs mentent », murmura-t-elle. Le lendemain, elle décida de se promener seule dans le parc. Là, elle observa les ouvriers, discuta avec la nouvelle institutrice, écouta les enfants réciter leurs poèmes. Elle comprit peu à peu que le domaine, loin d'être trahi, avait été sauvé par la ténacité d'un homme à qui rien n'était acquis. Henri, de son côté, vivait dans une confusion nouvelle. C'était Héloïse, duchesse tout à la fois distante et rayonnante, le troublait plus qu'il ne voulait l'avouer. Lorsqu'il la croisait, il se sentait maladroit, maladif, incapable de retrouver la simplicité de leurs premiers échanges. « Elle n'est plus celle que j'ai connue », confia-t-il à Baptiste, son intendant. « Elle me juge, je le sens, et pourtant… »« Pourtant quoi, monsieur ? » ?»« Pourtant, je voudrais qu'elle voie ce que j'ai tenté de faire, qu'elle comprenne, qu'elle accepte. » Mais dès qu'ils se retrouvaient face à face, la glace se reformait. Un matin, Héloïse vint à l'improviste dans le bureau d'Henri. Il se leva, surpris. « Je ne vous dérange pas ?»« Non, duchesse, que puis-je pour vous ?» Héloïse hésita, cherchant ses mots. « Je souhaite consulter les comptes du domaine, les actes de vente, les plans de transformation. Il est temps que je sache ce que je veux vraiment. » Henri la fixa, interloqué. « Vous doutez de mon intégrité ? Non. Mais je dois comprendre, pour avancer. » Il lui tendit les registres, sans un mot. Elle les consulta, attentive, notant chaque détail. Henri, en silence, la regardait, fasciné par sa rigueur, sa froideur, sa beauté grave. Quand elle eut terminé, elle referma les livres avec douceur. « Vous avez été honnête, plus que beaucoup n'auraient pu l'être. »« Je n'ai rien à cacher, duchesse, mais je ne peux rien offrir de plus. » Un silence tendu s'installa. Héloïse détourna les yeux, troublée malgré elle. « Je ne vous demande rien, monsieur. Je cherche seulement ma place. » Elle quitta la pièce sans se retourner, laissant Henri seul avec son trouble. Les rumeurs, elles, ne cessaient de gonfler. On racontait maintenant qu'Henri attendait qu'Héloïse l'épouse pour lui rendre Marne. D'autres affirmaient qu'elle n'aurait jamais le courage de s'opposer vraiment à lui. Les langues se déliaient, les alliances se nouaient dans l'ombre. Un soir, lors d'une réception, un jeune marquis osa une remarque perfide devant tout le monde. « Il paraît, duchesse, que monsieur le maître n'a rien refusé à vos désirs. C'est donc vrai que vous gouvernez Marne en sous-main ?» La salle retint son souffle. Héloïse fixa le marquis, glacial. « Marne n'appartient à personne, monsieur, sinon à ceux qui savent la servir. » Le marquis pâlit, recula. Henri, témoin de la scène, sentit son admiration grandir, mêlée à une forme de douleur. Cette femme, qui lui échappait, incarnait tout ce qu'il avait cherché à atteindre. Peu à peu, la tension entre Héloïse et Henri devint le centre de toutes les conversations. Chacun guettait le moindre geste, le moindre mot, mais eux deux, enfermés dans leur fierté blessée, avançaient sans se rejoindre, incapables de briser la glace. Pour Héloïse,
La vérité s'imposait peu à peu. Le domaine de son enfance n'existait plus. Ce qui subsistait, c'était la ténacité d'un homme, son honnêteté, le courage de tout recommencer. Elle admirait Henri, à contre-cœur, mais n'osait lui montrer la moindre faiblesse. Henri, lui, oscillait entre colère et désir, entre regret et espoir. Il se demandait chaque jour s'il devait partir, vendre Marne, fuir ce pays qui ne l'avait jamais accepté. Mais chaque fois qu'il croisait Héloïse, il sentait renaître en lui une force étrange, un besoin de prouver qu'il méritait sa place. Le temps s'étirait, les saisons tournaient. Les rumeurs ne faiblissaient pas. Mais sous la surface, quelque chose changeait. Lentement, inexorablement. Deux volontés farouches, deux orgueils blessés, s'observaient, s'affrontaient. Et peut-être, sans le savoir, commençaient à se comprendre. Un soir, alors que la lune baignait le parc d'une lueur d'argent, Héloïse resta longtemps à sa fenêtre, le regard perdu dans la nuit. Au loin, une lumière brillait dans le bureau d'Henri. Pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. Et dans ce silence chargé de promesses, le destin semblait prêt à jouer son prochain coup. L'air du soir vibrait d'attente et de musique sous les hautes fenêtres du domaine. Des lanternes de papier dessinaient des halos d'or sur la pelouse, tandis que l'on devinait, derrière les haies fleuries, l'agitation des cuisines et des domestiques. On n'avait pas vu pareille fête à Marne depuis plus de 10 ans. La noblesse régionale, les notables, les jeunes héritières et les ambitieux de tout poil s'étaient pressés dans les salons, attirés par la promesse d'une soirée inoubliable et par la présence éclatante de la duchesse d'Aubigny. Héloïse fit son entrée, drapée dans une robe de soie bleu nuit, le cou orné d'un simple rang de perles. Autour d'elle, murmures et regards se multipliaient. Quelques prétendants, trop empressés, la pressaient de questions mondaines. Elle répondit avec un sourire de convenance tout en cherchant à ne pas se laisser happer par la foule. Son visage impassible masquait la tempête qui grondait en elle. Dans un coin de la salle, Henri Lemaître observait la scène. Il portait un habit sombre, coupé avec une élégance discrète. Mais ses yeux ne quittaient pas la silhouette d'Héloïse. Depuis des jours, il préparait cette fête. Il voulait prouver à tous, à elle surtout, que Marne vivait, que l'ombre du passé avait cédé la place à la lumière du présent. Mais plus la soirée avançait, plus il sentait le trouble gagner son cœur. « Monsieur le maître, vous nous gâtez !» lançait la baronne de Saint-Cloud. « On se croirait à la cour. »« Ce domaine le mérite, » répondit-il d'une voix égale, bien qu'il n'écoutât qu'à moitié. Dans la salle de bal, la musique s'éleva, légère, entraînante. Les couples glissaient sur le parquet ciré. Héloïse refusa d'abord plusieurs invitations, mais la foule, avide de spectacle, guettait le moment où elle daignerait se mêler à la danse. « Duchesse, accordez-moi cette valse » insista le jeune marquis de Fontanges, s'inclinant à ses pieds. Elle acquiesça d'un mouvement de tête, se laissant entraîner pour quelques tours. Mais son regard glissait, inlassablement, vers Henri. Lui aussi finit par céder aux sollicitations, menant la danse avec une assurance contenue. Pourtant, nul sourire ne venait adoucir ses traits. Entre deux figures, leurs regards se croisèrent, et le silence, alors, sembla plus assourdissant que la musique. Lorsque la valse prit fin, Héloïse s'éloigna vers la terrasse, respirant l'air frais à grandes goulées. La lune se reflétait dans l'eau du bassin, et la fête paraissait soudain lointaine, irréelle. Elle n'eut pas le temps de savourer ce répit. Henri la rejoignit, le visage fermé. « Vous semblez fuir la fête, duchesse, » lança-t-il d'une voix tendue. « Je préfère la vérité au faux-semblant, » répliqua-t-elle, le regard dur. « Ce bal est une mascarade. » Henri haussa un sourcil, ironique. « Vous êtes venu malgré tout, entouré de vos admirateurs. Peut-être cherchez-vous à reconquérir ce que vous avez perdu. » Elle blêmit, la colère perçant dans sa voix. « Vous croyez avoir tout gagné en achetant Marne, monsieur le maître. Mais ce domaine ne vous appartient pas vraiment. Il n'est que le fruit d'un vol, d'une trahison. » Henri serra les poings, peinant à contenir sa propre fureur. « Un vol ? J'ai racheté Marne au prix de mon travail, de mes sacrifices. J'ai respecté cette terre,
alors que d'autres l'auraient laissé mourir. Vous avez effacé mes souvenirs, détruit tout ce qui faisait l'âme de cette maison, murmura-t-elle, la voix vibrante d'émotion. Ce n'étaient que des ruines, Héloïse, siffla-t-il, oubliant tout protocole. J'ai donné un avenir à ces pierres, à ces gens que la noblesse avait oubliés. Elle détourna les yeux, blessée. Vous ne comprendrez jamais ce que cela signifie de tout perdre, de voir son nom réduit à un mot vide. Et vous, avez-vous seulement essayé de comprendre ce que c'est, de n'avoir ni nom ni passé, de devoir tout gagner, tout prouver chaque jour, lança-t-il, la voix brisée. Un silence s'abattit, lourd de reproches, de regrets. La fête continuait derrière eux, insouciante. Mais sur la terrasse, le monde semblait s'être rétréci à la violence de leur affrontement. Vous êtes fière, Héloïse. Tellement fière que vous préférez la solitude à la réalité, murmura Henri, la voix soudain plus douce. Elle releva la tête, les yeux brillants. Mieux vaut être seul que de trahir ce que l'on aime. Il s'approcha tout près, jusqu'à sentir le souffle de sa colère, de sa peine, de son trouble. Peut-être, mais votre orgueil vous rend aveugle. Vous refusez de voir ce que j'ai tenté de sauver ici, et ce que je ressens. Leurs regards se croisèrent, brûlants de défi et d'attirance. Sous la colère, une force plus profonde affleurait, irrépressible. Et vous, que ressentez-vous, Henri demanda-t-elle, la voix basse, presque tremblante. Henri hésita, puis laissa tomber le masque. Je ressens que Marne n'a jamais eu d'âme sans vous. Ils restèrent là face à face, les cœurs battant à l'unisson dans la nuit tiède. Aucun mot ne put franchir leurs lèvres. La tension, au lieu de s'éteindre, s'épaissit entre eux comme un fil prêt à rompre. Soudain, des pas et des rires résonnèrent derrière eux. Un domestique annonçait la prochaine danse. Héloïse détourna le regard, reprenant son masque de duchesse. « Je dois retourner à mes invités, monsieur le maître. » Henri s'inclina, froidement. « Faites donc, duchesse. » Elle disparut dans la lumière des salons, le dos droit, le visage impassible. Mais, au fond d'elle, la colère avait laissé place à une fièvre inconnue, un désir qu'elle ne voulait pas nommer. Henri resta seul sur la terrasse, luttant contre la tempête qu'elle avait réveillée. La fête battait son plein, mais rien ne serait plus jamais comme avant. Et dans l'ombre, les regards indiscrets, les rumeurs, les passions. Tout attendait le prochain faux pas, le prochain éclat, la prochaine vérité. La fête n'était plus qu'un souvenir fiévreux, une traînée de rires et de musique évanouie dans la nuit. Mais pour Héloïse, la lumière de l'aube apporta à peine plus de réconfort que les ombres de la veille. Au matin, elle s'éveilla dans un brouillard de lassitude et de courbatures, la gorge serrée, la tête lourde. Elle tenta de se lever, mais ses jambes refusèrent de la porter. Un vertige la cloua à son lit, la chambre tournoyante autour d'elle, les échos de la soirée résonnant encore dans son esprit. Sa femme de chambre, inquiète, fit venir le médecin du village. Celui-ci posa un diagnostic prudent. Fatigue extrême, fièvre, peut-être un refroidissement aggravé par les tensions et les émotions de ces derniers jours. On recommanda le repos absolu, la chambre close, le silence. Héloïse, allongée sous les draps frais, écoutait au loin les bruits étouffés du domaine, le murmure des domestiques, les pas précipités de sa gouvernante. Rapidement, la nouvelle de sa maladie se répandit. Les premiers jours, les messages de la noblesse affluèrent. Petits mots compassés, bouquets de fleurs, promesses de prières. Mais derrière chaque attention, Héloïse percevait la pointe de la curiosité. L'impatience à voir si la duchesse d'Aubigny serait assez forte pour triompher de ce nouveau coup du sort. Henri fut l'un des premiers à s'inquiéter sincèrement. Dès qu'il apprit la nouvelle, il arrêta net sa promenade à cheval et revint vers le village. Les souvenirs de leur échange sur la terrasse, la colère, la tension, l'attirance sous-jacente, le hantaient encore. Il n'avait pas dormi, hanté par le regard d'Héloïse, par ce qu'il avait lu, un instant, dans la lueur fiévreuse de ses yeux. Il hésita pourtant plusieurs jours avant de se présenter. Que penserait-on s'il venait demander des nouvelles? Que dirait-on dans les salons, dans les cuisines, si l'on apprenait que monsieur le maître se préoccupait du sort de la duchesse plus que de raison? Mais l'inquiétude fut la plus forte. Un soir,
Alors que la lune baignait le parc d'une clarté froide, Henri franchit le portail du domaine, le cœur serré. La gouvernante le reçut, surprise, mais soulagée. Elle le fit attendre dans un petit salon, le temps d'aller demander à la malade si elle voulait bien le voir. Après une hésitation, la réponse d'Héloïse fut positive. Henri entra dans la chambre, le pas hésitant. La pièce n'était plongée dans une demi-pénombre, les rideaux tirés, une lampe posée sur la table de nuit, projetant une lumière dorée. Héloïse, pâle, la silhouette fragile dans ses draps, tourna la tête vers lui. Ses traits étaient tirés, ses yeux brillants de fièvre, mais il y avait dans son regard une douceur inédite. « Monsieur le maître, vous voilà donc, souffla-t-elle, un mince sourire aux lèvres. Vous venez vérifier que je ne prends pas trop à cœur la perte de mon domaine. » Henri s'approcha, posant son chapeau sur la commode. « Je viens parce que je suis inquiet, Héloïse. On dit tant de choses. Je voulais voir par moi-même. » Héloïse détourna les yeux, gênée. « Les rumeurs sont plus tenaces que la fièvre, à ce que je vois. » Un silence s'installa, chargé d'une tension nouvelle. Henri, debout près du lit, hésitait entre la retenue et le besoin de parler vrai. « Je ne me fie qu'à ce que je vois, » murmura-t-il. « Et ce que je vois me fait mal. Vous n'êtes pas faite pour l'ombre, Héloïse. » Elle rit doucement, une note brisée dans la voix. « L'ombre, parfois, me semble plus douce que la lumière de ce monde. J'ai tant perdu, Henri. Mon père, mon nom, mes souvenirs, puis ce domaine. Il ne reste que moi, et je ne sais même plus qui je suis. » Henri sentit son cœur se serrer. Il s'assit sur le fauteuil, près du lit, baissant la voix. « Vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. J'ai vu tant de femmes plier sous moins que cela. Vous tenez debout, quoi qu'il arrive. » Héloïse ferma les yeux un instant, submergée par l'émotion. Lorsqu'elle parla de nouveau, sa voix était plus fragile. « Je ne suis pas aussi forte que vous le croyez. J'ai peur, Henri. Peur de l'avenir, peur de ne jamais retrouver ma place, peur d'être condamné à n'être qu'un souvenir pour ceux qui m'ont aimé. » Henri se pencha, cherchant ses mots. « J'ai toujours admiré votre courage, Héloïse. Même lorsque vous me regardiez avec mépris, je vous respectais. Vous êtes la seule à avoir osé me défier, à voir en moi plus qu'un simple acheteur de domaine. » Elle rouvrit les yeux, croisant son regard avec une intensité qui troubla Henri. « Ce n'est pas le domaine qui me manque, murmura-t-elle. C'est l'illusion de pouvoir tout recommencer. Mais je ne sais plus comment avancer. » Leurs mains se frôlèrent sur la couverture. Henri, bouleversé, la saisit doucement. « Nous avons tous peur, Héloïse. Vous croyez que je n'en ai pas ? Chaque jour, je redoute le jugement des autres, le mépris, l'isolement. Mais je continue, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. » Elle serra sa main, les yeux brillants de larmes. « Pourquoi êtes-vous venu ce soir, Henri, pour me consoler ? Ou pour me prouver que vous avez eu raison ?» Il hésita, puis laissa tomber tout masque. « Je suis venu parce que je ne supporte pas l'idée de vous perdre. Parce que malgré tout ce qui nous oppose, je ne peux m'empêcher de vous admirer. » Un silence vibrant les enveloppa, coupant le monde extérieur. Dans cette chambre silencieuse, il n'y avait plus de duchesse ni de maître de domaine, seulement deux âmes égarées, confrontées à leur vérité nue. « Je n'ai jamais su recevoir l'admiration, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Elle m'effraie presque autant que la solitude. » Henri lui caressa la joue du bout des doigts. « Alors laissez-moi, pour une fois, ne rien attendre en retour. Je veux seulement que vous sachiez ce que je ressens. » Héloïse ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue pâle. « J'ai tellement peur, Henri. Si vous saviez comme j'ai peur de tout perdre encore. » Il serra sa main plus fort. « Peut-être qu'ensemble, nous pourrions ne plus rien perdre. Ou, au moins, apprendre à affronter ce que la vie nous réserve. » Leurs visages n'étaient eux plus qu'à quelques centimètres. Mais la porte s'ouvrit soudain, et la gouvernante entra, gênée de troubler cette intimité. « Veuillez m'excuser, duchesse. Le docteur demande s'il peut vous voir. » Henri se leva à regret, réajustant son habit. « Je reviendrai, Héloïse, si vous le souhaitez. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Le lendemain, la fièvre retomba. Mais les bruits de couloir, eux, redoublèrent d'intensité.
On murmurait que monsieur le maître avait passé la nuit au chevet de la duchesse, que des promesses secrètes avaient été échangées. Certains affirmaient même que le mariage était imminent. Les regards se faisaient plus pressants, les langues plus acérées. Héloïse, encore faible, recevait les visites sous surveillance, chaque sourire, chaque silence analysé par la société. Henri, de son côté, évitait les rassemblements, préférant le travail aux mondanités. Mais il sentait la pression s'accentuer, la suspicion s'insinuer dans les moindres gestes. Un soir, Héloïse, assise à sa fenêtre, observa la silhouette d'Henri traversant la cour. Elle sentit en elle la peur et l'espoir s'entrelacer comme des serpents. Le lien tissé entre eux était fragile, menacé par le poids des regards et des commérages. Mais dans la nuit, alors que tout semblait perdu, une certitude nouvelle grandissait, têtue, au creux de leur solitude. Et bientôt, il leur faudrait choisir, céder à la pression du monde ou se battre, ensemble, pour la vérité de leurs sentiments. Le parfum de l'été s'était dissipé, laissant place à un vent plus vif, chargé de rumeurs et de tensions. Dans le grand salon du domaine, Henri faisait les 100 pas, la mâchoire crispée. Sa mère, assise près de la cheminée, le fixait d'un regard insistant, soutenu par son frère aîné, et une tante venue de Paris pour l'occasion. Sur la table, des lettres ouvertes, des cartons d'invitation, une photo d'une jeune héritière au sourire sage. « Il est temps que tu te décides, Henri », lança sa mère, la voix ferme. La famille de la demoiselle de Coursac attend une réponse. Ce mariage serait une alliance honorable. Il assurerait ta place dans la société. Henri détourna les yeux, mal à l'aise. « Je n'ai rien promis, mère. Je vous l'ai dit. » Le frère soupira, impatient. « Mais tout le monde en parle déjà. Tu ne peux pas rester indécis éternellement. Marne a besoin d'une maîtresse, d'une légitimité. Tu ne peux pas t'attacher à des chimères. » Henri serra les poings, sentant la colère monter. Mais il savait que toute résistance ne ferait qu'attiser la suspicion. De son côté, Héloïse affrontait une tempête d'un autre genre. Depuis sa maladie, les visites et les lettres s'étaient multipliées. Mais la bienveillance avait vite cédé la place à la jalousie et à la méfiance. Les anciennes amies de son père, jadis empressées de la soutenir, la recevaient à présent avec froideur, voire avec hostilité. « Voyez-vous, duchesse, on raconte tant de choses. Vous comprenez, il faut préserver l'honneur des familles, » insista Madame de Verville, les lèvres pincées. « Je n'ai rien à cacher, » répondit Héloïse, le regard droit. « Je n'ai jamais trahi l'honneur de mon nom. Les apparences comptent, ma chère, et votre conduite prête à la critique. On ne vous voit qu'en compagnie de monsieur le maître. Ce n'est pas convenable. » Héloïse sentit la brûlure de la honte, mais refusa de baisser les yeux. « On ne peut empêcher les gens de parler, madame. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. » Mais au fond d'elle, l'inquiétude grandissait. Chaque sortie, chaque promenade, chaque mot échangé avec Henri semblait épié, déformé, amplifié. Les domestiques chuchotaient dans les couloirs. Les regards des voisins se faisaient plus pesants, plus accusateurs. Le scandale éclata un matin, aussi brutal qu'un orage d'été. Une lettre anonyme fut remise à la porte du domaine, puis une autre à la mairie, puis une troisième chez la famille d'Henri. On y dénonçait la liaison inconvenante et scandaleuse entre la duchesse d'Aubigny et monsieur le maître, évoquant des rencontres nocturnes, des promesses secrètes, des projets de fuite. Les mots étaient choisis pour blesser, pour salir. Le lendemain, la famille d'Henri exigea une explication. Sa mère, le visage blême, lui montra la lettre d'une main tremblante. « C'est intolérable !» s'exclama-t-elle. « Tu mets en péril notre nom, notre réputation. Il faut mettre fin à cette histoire, Henri. Immédiatement. » Le frère renchérit, la voix dure. « Tu n'épouseras jamais cette femme. Son passé, ses origines, tout la rend indigne de notre famille. Tu dois penser à Marne, à l'avenir. » Henri, pris au piège, sentit la colère et le désespoir se mêler. « Et si je refuse ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Alors tu seras renié.
déclara la tante, tranchante. Tu perdras tout, le domaine, le respect, la place que tu as bâtie. Henri se leva brusquement, quittant la pièce sans un mot de plus. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Au village, les langues se déliennent. À Paris, les correspondances s'enflammènent. Les anciens amis du père d'Héloïse, humiliés de voir le nom de Marne mêlé à un scandale, prirent un parti contre elle. Certains allèrent jusqu'à lui interdire l'accès à leur salon, d'autres lui conseillèrent de s'éloigner de la région, pour le bien de tous. Un soir, Héloïse reçut la visite inattendue de Madame de Brévin, sa tante, le visage fermé. « Tu as causé assez de dégâts, Héloïse. Il faut cesser cette comédie. Tu te dois de respecter la mémoire de ton père, de ne pas salir notre nom plus qu'il ne l'a déjà été. » Héloïse sentit la solitude l'envahir, plus glaçante que jamais. « Je n'ai rien fait de honteux, tante, mais je ne peux pas vivre selon vos peurs. Alors tu seras seule, déclara la vieille femme, implacable. La société ne te pardonnera pas. La porte claqua derrière elle, laissant Héloïse seule dans l'obscurité. Quelques jours plus tard, Henri demanda à voir Héloïse. Ils se retrouvèrent dans un coin discret du parc, à l'abri des regards. Le visage d'Henri était marqué par l'épuisement, les traits tirés par la tension. « On exige que je rompe tout contact avec vous, dit-il sans détour. Ma famille me somme de choisir. Le domaine ou vous. » Héloïse resta silencieuse un moment, luttant pour contenir ses larmes. « Et que choisirez-vous, Henri ?» demanda-t-elle enfin, la voix brisée. Henri détourna le regard. « Je ne sais pas. Je ne veux pas vous perdre, mais je ne peux pas trahir tout ce pour quoi j'ai lutté. Le respect, la place. Marne. » Héloïse s'approcha, posant une main tremblante sur son bras. « Nous sommes prisonniers de ce que les autres attendent de nous. Peut-être n'avons-nous jamais été libres. » Il prit sa main, la serra avec force. « Je vous aime, Héloïse, mais l'amour ne suffit pas toujours. » Un silence lourd s'abattit, ponctué par le chant lointain d'un merle. Les deux amants restaient là, incapables de se détacher, conscients que le choix à venir briserait quelque chose d'essentiel en eux. Le lendemain, la décision d'Henri était attendue par tous. Les familles, la noblesse, les domestiques, la société entière semblait retenir leur souffle. Héloïse, enfermée dans sa chambre, sentait la peur la ronger, mais refusait de supplier le destin. Au dehors, la rumeur enflait. Henri devait-il sacrifier ses sentiments à la raison ou défier le monde au nom de l'amour? Le sort de deux vies, de deux noms, de deux héritages, tenait soudain à une seule promesse. Au cœur de cette tempête, Héloïse et Henri comprenaient que désormais, rien ne pourrait plus être comme avant. Et alors que la nuit tombait, l'aube d'une décision s'annonçait, lourde de conséquences, prête à tout bouleverser. La tempête grondait dans le ciel aussi bien que dans les cœurs. Depuis l'aube, le domaine baignait dans une lumière étrange, presque irréelle, qui faisait luire les allées détrempées et projetait sur les murs les ombres des arbres centenaires. Les rideaux claquaient, les portes vibraient, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Héloïse marchait d'un pas ferme sous la voûte de marronnier, la tête haute, la silhouette droite malgré la fatigue et l'inquiétude qui la rongeaient depuis des jours. La rumeur de son affrontement avec Henri, les commérages, les menaces de déshonneur, tout cela lui collait à la peau, mais elle avait décidé qu'il était temps d'en finir. Elle trouva Henri dans la grande salle, debout, devant la cheminée. Il semblait attendre, le visage fermé, les traits tirés par la tension. En la voyant entrer, il se raidit, les yeux brillants d'une colère contenue. « Que faites-vous ici ?» lança-t-il d'une voix dure, presque rauque. « Je vous ai dit de partir. Ce domaine n'est plus le vôtre. » Héloïse s'arrêta à quelques pas de lui, le regard fier, la mâchoire serrée. « Je n'ai pas l'intention de fuir, Henri. Je ne suis pas venu mendier votre pitié, ni supplier votre indulgence. Ce domaine fait partie de moi, autant qu'il fait partie de vous, et je refuse de m'en aller comme une voleuse. » Henri secoua la tête, la voix brisée. « Vous ne comprenez donc pas? Tout le monde nous condamne, ma famille, la vôtre, la société entière. Ils exigent que vous partiez, pour que je sauve ce qui peut encore l'être.
Elle s'approcha, implacable. Sauver quoi? Des apparences. Un nom vidé de sens. Je n'ai plus rien à perdre, Henri, sauf ma dignité. Et c'est pour elle que je reste. Il frappa du poing la cheminée, la voix tremblante. Héloïse, vous rendez tout cela impossible. Si vous restez, je perds Marne, tout ce que j'ai bâti, toute ma vie. Un silence lourd s'abattit. La pluie, dehors, battait les vitres. Héloïse inspira profondément, puis, les yeux dans les yeux, elle prononça lentement. Alors vendez-le-moi. Marne. Laissez-moi racheter la maison de mon enfance, j'en ai les moyens, vous le savez. Nous pourrons tous deux tourner la page. Henri tressaillit, déstabilisé par la proposition. Il détourna les yeux, luttant contre l'émotion qui montait en lui. Vous croyez que je pourrais simplement vous vendre Marne comme on vend un bijou? Vous croyez que j'ai fait tout cela pour l'or ou le prestige? Non, Héloïse. J'ai travaillé chaque pierre, chaque arbre, chaque souvenir, pour donner un sens à ma vie. Je ne veux pas perdre cela. Je ne veux pas vous perdre. Leurs regards se croisèrent, pleins de colère, de fierté blessée, mais aussi d'une tendresse qu'aucun n'osait nommer jusqu'alors. Héloïse, la voix plus douce, laissa tomber le masque. « Je ne veux pas vous acheter, Henri, ni votre passé, ni votre avenir. Je veux seulement qu'on arrête de s'affronter comme des ennemis. Nous avons trop perdu, chacun de notre côté, ce domaine. Il pourrait être à nous deux, s'il n'était plus le champ de bataille de nos orgueils. » Henri s'avança, bouleversé, la voix à demi murmurée. « Pourquoi faut-il que ce soit si difficile entre nous? Pourquoi faut-il que le monde entier s'acharne à nous séparer ?» Elle posa une main sur son bras, timidement. « Parce que nous avons tous deux peur, Henri. Peur de perdre ce qui nous reste, peur de renoncer à ce que l'on croyait devoir défendre. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais cessé de vous admirer. Votre force, votre honnêteté. Même quand je croyais vous haïr, je vous enviais votre courage. » Henri ferma les yeux, laissant tomber ses armes. Il saisit la main d'Héloïse dans la sienne, la serra avec émotion. « Je vous ai aimé dès le premier jour. J'ai tout fait pour l'oublier, pour me convaincre que je pouvais vivre sans vous. Mais je n'y arrive pas. Je ne veux plus vivre sans vous. » Les mots, soudain, jaillirent, sincères, bruts. « Héloïse, restez, restez ici, avec moi, peu importe ce que diront les autres. Ce domaine n'a de sens que si vous y êtes. » Des larmes brillèrent dans les yeux d'Héloïse, mais elle ne détourna pas le regard. « Alors affronterons-les, Henri. Ensemble, nous ferons taire les rumeurs, nous défierons les convenances. Marne ne sera plus jamais un champ de ruines ou un trophée. Ce sera le symbole de ce que nous aurons construit. Un lieu d'équilibre entre le passé et l'avenir, entre la passion et l'honneur. » Henri l'attira contre lui, dans une étreinte tremblante, comme s'il craignait encore qu'elle s'évapore. Elle posa la tête sur son épaule, apaisée. « Promettez-moi que nous ne laisserons plus personne décider à notre place, » murmura-t-elle. Il glissa ses doigts dans ses cheveux, la voix grave. « Je vous le promets. À partir d'aujourd'hui, Marne sera notre maison, notre défi, notre victoire sur tout ce qui a cherché à nous séparer. » Ils restèrent ainsi, enlacés, au cœur du vieux domaine qui, pour la première fois, semblait respirer la paix retrouvée. Dehors, la pluie cessait, laissant place à une lumière nouvelle, douce promesse d'un avenir forgé à deux. Dans cette demeure témoin de tant de larmes et de luttes, Héloïse et Henri scellaient enfin la réconciliation de leur monde, prêts à affronter, côte à côte, tous les orages à venir.